Je connais la cause de ma sclérose en plaques. Alors, on dit en général qu'on ne connaît pas l'origine de la sclérose en plaques. On sait que c'est une maladie auto-immune, du moins en sa survenue à l'origine. Mais on ne sait pas donner. On a des hypothèses. Avoir été atteint du virus Epstein-Barr. On parle aussi de prédisposition génétique. Parce que dans certaines familles, on trouve plusieurs cas de sclérose en plaques. Mais il n'y a pas vraiment d'origine. Ce n'est pas une maladie héréditaire. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on a la maladie qu'on va le passer à ses enfants. Mais, enfin, bref, en gros, on ne sait pas grand-chose. Et puis, j'ai envie de dire que, même si on dit que c'est une maladie auto-immune à conséquences neurologiques, et que beaucoup de personnes pensent que c'est une maladie neurologique, je pense qu'il faut distinguer à la base la maladie auto-immune, mais quand elle passe au stade de maladie de sclérose en plaques progressive, que ce soit d'emblée progressive où il n'y a pas eu de poussée avant, ou bien secondairement progressive, on passe là à un autre stade de la maladie. On n'est plus dans une maladie inflammatoire avec des poussées, on est dans une maladie presque, j'ai envie de dire, avec des poussées en continu. En fait, on n'a plus vraiment de poussée, mais on a une progression progressive du handicap sans rémission. Parce que dans le cas d'une sclérose en plaques rémitante, il y a des poussées et après, il y a un retour à l'état initial. Sauf qu'au bout d'un certain temps, l'état initial n'est plus récupéré et on récupère de moins en moins bien. Et en fait, c'est comme si vous avez là votre état initial quand tout allait bien avant la sclérose en plaques. Vous avez des pics donc pendant les poussées. Soit vous prenez des boules de cortisone, soit la poussée finit par disparaître de manière spontanée. Et là, vous retrouvez une période de rémission. Parce que rémission, pourquoi? Parce qu'il va y avoir à nouveau une poussée. Hein. Et puis, au fil du temps, vous ne retombez pas à ce niveau-là, au niveau initial où ça va bien. Vous gardez des petits séquelles. Et voilà, et on monte comme ça. Puis à un moment donné, pas pour tout le monde, mais en général, ils disent à peu près la moitié des personnes, au bout d'une quinzaine d'années, eh bien, après, il n'y a plus de poussée, il n'y a pas des pics et puis des rémissions. Il n'y a plus de rémission, en fait. C'est comme si ça a augmenté progressivement. Et puis, il y a des personnes qui ne connaissent pas cet état de poussée, qui sont tout le temps en... Comment je pourrais dire ça? Je ne sais pas si on peut dire que dans la phase secondairement progressive, ça reste une maladie inflammatoire ou pas. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on ne récupère pas? C'est parce que quand on a une CEP rémitante, on a la myéline, donc qui au départ est attaquée par notre propre système immunitaire, qui, quand on est en poussée, j'allais dire mangée, elle est attaquée, donc elle disparaît, mais après elle se reconstitue. Et donc elle continue à enrober l'axone. Sauf qu'au bout d'un certain temps, ça a tellement été grignoté que la myéline ne se reconstitue pas, et c'est l'axone qui est atteint. Et donc finalement, cette progression sans rémission, donc on continue, on finit par avoir nos fibres nerveuses qui sont détruites parce que la myéline disparaît et du coup l'axone est atteint et du coup quand il n'y a plus l'axone, il n'y a plus la fibre nerveuse. Et donc au fil du temps, on a des handicaps qui s'installent. Et donc, est-ce que dans cette phase progressive, on peut dire qu'il y a toujours une inflammation? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Bon bref, en tout cas, pourquoi je vous parlais de... Oui, je vous explique un petit peu la sclérose en plaques à la base, donc on ne sait pas expliquer pourquoi, qu'est-ce qui fait que la maladie se déclenche. On ne sait pas expliquer non plus pourquoi on passe de la phase rémitante à la phase progressive, pourquoi pour certaines personnes il n'y a pas de phase rémitante, il n'y a que tout de suite une phase primaire progressive, et pourquoi je dis que moi je sais l'origine de la sclérose en plaques, j'allais dire plutôt je sais l'origine pour ma sclérose en plaques. Et finalement, peut-être que si on ne connaît pas les causes de la sclérose en plaques, c'est parce qu'il n'y a pas qu'une seule cause déjà, et peut-être aussi parce qu'il n'y a pas une cause identique pour tout le monde. Je m'explique. C'est une maladie auto-immune. Et ça, il faut bien comprendre. Et je peux encore mieux la comprendre que j'ai aussi une autre maladie auto-immune qui est le psoriasis.
Et j'ai aussi, je peux dire, comment ça s'appelle quand on a une langue, c'est pas une langue normale, en fait, c'est une langue un peu fissurée. Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, j'ai un trou, bref. Et là, depuis 2 jours, je fais des urticaires au niveau sur le ventre. Et je sais que j'ai tendance à beaucoup psychosomatiser. Ce qui veut dire que quand j'ai un stress, je peux le matérialiser, l'exprimer par le corps. Et j'ai envie de vous dire, ce qu'on ne dit pas avec des mots M-O-T-S, on peut souvent le dire avec des mots M-A-U-X. Et pour moi, on est en plein dedans. Ce que je veux dire, c'est que ma maladie serait apparue, aurait été déclenchée à la mort de mon grand-père. Comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, mon grand-père a abusé de moi. Bon, après, j'en fais pas un... Comment dire je vais vous expliquer après. Bon, bref. Et donc, c'est venu à sa mort, à son décès. J'avais 12 ans, on s'est rendu compte que je me punis pas, c'était des professeurs autour de moi qui se punissent, j'étais fatiguée, et moi je disais je ne veux plus aller skier parce que je suis fatiguée. Mes parents étaient étonnés, donc je voulais plus aller avec eux faire du ski. Après, il a fallu attendre que ça atteigne ma motricité en 2006 pour qu'enfin les médecins réalisent que j'avais une sclérose en plaques. Tant que ça restait des fourmillements dans les mains, dans les pieds. Il a fallu attendre que je commence à faire des chutes. Et même là, on m'a dit c'est normal, vous êtes trop maigre. Enfin, bref, je passe ces détails. Mais dès que j'ai pu voir enfin un neurologue, il m'a diagnostiqué la maladie assez rapidement. Et donc, attendez, je vais prendre un peu de thé pour réfléchir à ce que je vais vous dire après. J'avais lu une publication du docteur Soulier. Docteur Soulier, c'est celui qui a beaucoup écrit, je dis, c'est celui qui a beaucoup écrit parce que maintenant il est décédé d'une crise cardiaque. Et il a beaucoup écrit sur ce qu'il appelait la médecine du sens. C'est-à-dire le sens dans le sens... Bon, dans le sens, vous avez compris. Trouver un sens à ces mots, MAUX, aux maladies, comment expliquer la sclérose en plaques. Pour lui, la sclérose en plaques, si je me souviens bien, c'était la maladie des personnes qui n'osent pas vivre leur vie, qui finalement restent dans l'ombre. Et finalement, quel exemple je pourrais vous donner je pense que pour ma part, il y a eu beaucoup ce côté. Ma mère a eu une enfance difficile, douloureuse, puisque elle est née pendant la guerre en 1939. Son père, elle a très peu connu, parce que lui, il était médecin chirurgien dans le diabète, à l'hôpital à Paris, à Salpêtrière, et il a attrapé une maladie nosocomiale au moment où des traitements antibiotiques venaient juste d'apparaître. Il n'a pas voulu essayer, il n'a pas voulu jouer le cobaye. Bon, bref, il en est mort. Et après, ma mère, elle a perdu sa mère à 14 ans. Elle a été prise en charge dans un... Elle a été, comment dire... Sa tante l'a laissée en pension et il n'a voulu s'occuper que de sa sœur. Donc ça a été quand même un déchirement pour elle. Surtout comment elle l'a appris assez brutalement. Donc tout ça, ma mère on a beaucoup parlé de sa vie, de son enfance difficile. Et moi j'ai pris sur moi comme si je me disais, maman, je vais faire en sorte que ta vie maintenant soit meilleure et tout. Et donc j'ai eu tendance à prendre tous les mots, ces mots X, sur moi, à vouloir l'aider. Presque quitte à me sacrifier un peu, je vais me dire, c'est-à-dire me sacrifier dans le sens que je vais en oublier mes propres besoins. Et donc j'ai quelqu'un d'assez empathique et très sensible, donc ça a marqué vraiment mon enfance. J'étais vraiment malheureuse pour elle en fait. Et je vous en parle parce que, et même je vais vous dire, à la mort de mon grand-père, je me suis dit, il est mort, le cancer des poumons, parce que j'ai parlé. En fait, ma
Ma mère m'avait dit, je sens ton malaise, qu'est-ce qui se passe avec ton grand-père? Il me tient de trop près. Et moi, d'emblée, mes parents, ils ont vraiment été pas très bons parents dans ce côté-là. Ils ont été assez immatures, ils n'ont pas fait les choses qu'il aurait fallu faire. Mais bon, genre, voilà, c'est comme ça. Et, mais j'en parle parce que ça a eu vraiment un impact dans ma vie. Et déjà, à la base, si mes parents avaient su nous chérir, nous aimer comme il fallait, c'est-à-dire avec beaucoup d'affection, avec... Je ne veux pas dire qu'il était complètement indigne d'affection, mais bon, déjà mon père, pour lui, c'était la mère qui s'occupe des enfants, et pas très affectueux, mon père. Et ma mère, elle disait, je ne peux pas donner ce que je n'ai pas eu, pour vous dire. Et, ou alors, si je, en tant qu'enfant, de manière spontanée, je saute dans les bras, tu prends une claque parce que tu m'as fait mal au dos. C'était un peu le style de ma mère. Et donc, voilà pour dire, et avec le temps, j'ai essayé de la faire changer. À la fin, elle a accepté qu'on se prenne dans les bras. Enfin voilà, c'était pas naturel pour elle de donner de l'amour en fait. Et donc, ça a eu un impact sur moi. Et ça a eu un impact aussi sur le fait que bon, j'étais en carence d'affection. Et, et du coup, bah, quelque part, mon grand-père en a profité un peu parce que forcément, j'ai pas eu l'attitude que j'aurais pu avoir si j'étais entourée d'amour à cette époque-là. Et peut-être que je l'aurais parlé à ma mère, que j'aurais trouvé les mots, que j'aurais envoyé bouler mon grand-père, mais sauf que là, j'ai été tiraillée entre, ben, tiens, il y a enfin quelqu'un qui s'occupe de moi. Alors, peut-être mal, mais bon, il n'y avait que ça, des personnes qui s'occupaient mal de moi, finalement, qui ne savaient pas bien m'aimer. Bref, et je pense que c'est ça qui a fait déclencher la maladie. Voilà. Et en plus, j'ai aussi attrapé le virus d'Epstein-Barr, là, vers mes 12 ans, voilà. Et je pense que chacun ou chacune peut, dans sa vie, réfléchir à tout ça. Et je suis sûre que la plupart d'entre nous pouvons trouver un fait déclencheur. Alors voilà, je ne dis pas que c'est ça qui crée la maladie, mais je dis que c'est ça qui le déclenche. Et alors après, à quoi ça sert de trouver la cause de la sclérose en plaques? Déjà, en principe, on se dit, si on trouve la cause de la maladie, ben, ça permet peut-être de trouver plus facilement des traitements. Et je pense que c'est bon pour l'avenir de, finalement, si on se rend compte que dans nos vies, on pense plus aux autres qu'à nous, qu'on n'a pas confiance en nous, que ça peut avoir un impact sur la maladie, comment on le vit, tout ça, et bien dans ce cas-là, il faut vraiment traiter ça, le prendre bras le corps. Et je vais continuer en vous disant que j'ai 2 frères. Un qui a 1 an de plus que moi et l'autre qui a 4 ans et demi de moins. Et quand je suis née, ben, j'y suis assez rapidement. Enfin, comme ma mère m'avait dit, Christelle, tu es venue peu par surprise, on t'attendait pas. Et dans ma tête, au départ, je vous disais, en fait, en gros, vous me dites que vous m'avez pas désiré. Alors après, quand je lui ai dit ça, ma mère, elle m'a dit, non, mais Christelle, c'est pas qu'on t'aimait pas, c'est qu'on t'attendait pas. Oui, tu m'as pas désiré, mais quand je suis arrivée, tu m'as aimé. Mais moi, la nuance était un peu légère. Bref, donc, j'avais mon grand frère qui avait 1 an de plus que moi, et lui, c'était presque, ma mère était soucieuse parce qu'elle avait trouvé que le pauvre, il n'avait pas à se débrouiller tout seul. C'était un peu l'image que j'en avais, moi. Et moi, par contre, tout allait bien pour moi. Donc, on s'occupe pas de Christelle, tout va bien pour elle. On s'occupe que de ceux qui posent un problème. Donc, mon grand frère, je vais pas dire, mais bon, bref, je dirais pas le mot. Et mon jeune frère, qui lui correspondait parfaitement à l'enfant qu'elle avait imaginé. Parce qu'il faut dire aussi qu'à un moment donné, quand ma mère a su qu'elle était enceinte, bon, elle avait voulu mon petit frère. Hein. Ma mère, elle m'a eu quand elle avait 30 ans. Donc là, quand elle a eu mon frère, elle avait 34 ans et demi. Et comme mon frère, avant que mon frère naisse, elle avait dit, vous voulez un frère ou une sœur? On avait dit tous les deux, on avait dit un petit frère. Heureusement, c'était un petit frère, donc elle n'a pas eu trop de problèmes avec ça. Et c'est vrai que mon petit frère était adorable, tout petit. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas encore adorable maintenant, mais oui, il a changé quand même. Mais tout petit, il était vraiment très mignon. Voilà, et ma mère m'avait dit, on savait quoi, que c'était vraiment enfin, un enfant adoré, quoi. Pour elle, c'était vraiment, il correspondait plus de poil à ce qu'elle avait imaginé pour avoir comme enfant. Enfin bref, elle a été très contente de l'avoir. Et moi, j'étais pas jalouse, mais j'étais quand même en me disant, bon, c'est bien, tu vois le petit, tu l'idolâtres, le grand,
tu dois le surcouvrir, et moi là-dedans, j'existe pas. Donc, il y a eu quand même ça, et puis la carence affective, du style, bah, démerde-toi toute seule, quoi, en gros. Donc, voilà. Donc, ça a été, après, donc, je vous dis, comme il y a eu l'épisode de mon grand-père. Et quand il est décédé, ben moi j'étais en manque finalement, parce que j'avais encore plus ma carence affective qui était high level, quoi, qui veut dire un niveau élevé. Et donc là, ce que Tampac a pu faire son petit, comment je pourrais dire ça, a trouvé sa place, on va dire. Et après, la première névrite optique que j'ai faite, parce que bon, pendant l'adolescence, j'ai vu des petits symptômes, mais on a dit que c'était la spasmophilie. Voilà, les paresthésies sont passées comme de la spasmophilie. Puis de l'anxiété, enfin bref. J'étais timide, parce que je n'osais pas me... Voilà, j'étais assez effacée, on me disait, il faut qu'elle parle plus à l'oral et tout. Et finalement, on m'a jugée d'une telle manière qui était en fait que moi j'essayais de me protéger. J'ai compris très très vite que il fallait pas faire de vagues, il fallait que je reste dans l'ombre de tout le monde. Dès que je voulais dire quelque chose, tu ne me prenais pas le bras très fort pour me faire comprendre, pas de caprice Christelle, tu te fermes ta gueule. Donc j'ai appris à être une ombre, en gros. Hein. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et quand j'ai fait la première livrette optique, je devais avoir 18 ans. En même temps, j'ai passé un examen, donc on a mis ça sur le coup du stress, c'est le stress, voilà, toujours pareil. Je voyais plus rien, mais c'est pas grave, c'est à cause du stress de l'examen, ok. J'ai fait plusieurs néphrites optiques comme ça, qui ont été confirmées plus tard par l'ophtalmologue que j'ai vu, quand il m'a fait passer un potentiel évoqué visuel. Et ensuite, comment ça s'est passé J'ai eu des épisodes de paresthésie, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu aussi, je me souviens, comme l'impression d'avoir eu la moitié du visage paralysé. On a dit que c'était un problème de l'oreille interne, enfin bref. Voilà, personne n'a rien vu. Les problèmes néritoptiques, c'était mes lunettes qui étaient mal ajustées. Du coup, j'allais en refaire faire. Quand enfant, on a non, avant qu'on me diagnostique, parce qu'après, quand on a diagnostiqué, le médecin a dit bah, bah non, tant pis, vos lunettes, vous les faites pour rien, pas ma faute, c'est hors garantie, tant pis. Bref, et ça, je l'ai envoyé au Conseil de l'Ordre, bref, et j'avais la colère à ce moment-là. Et justement, ce que je voulais dire, c'est... j'ai parlé de ça, je sais plus. 2005, premier trouble urinaire. J'allais aux toilettes, quand je ressortais, j'avais encore envie de faire pipi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Et puis en 2006, j'ai eu une première chute. J'étais au centre-ville, je marchais, je tournais par terre, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? On m'a poussé, je comprenais rien. Après, je suis allée voir le médecin, c'est parce que vous êtes trop maigre. Enfin, bon. Voilà. Et puis le 20 juillet 2000, non, en juin 2007, le médecin généraliste que j'avais pas vu depuis longtemps, parce que j'étais allée voir d'autres médecins, j'ai fait, voilà, j'ai cherché ce que j'avais. Hein. C'était une souffrance, cette période-là où on sent qu'on a quelque chose, mais on vous croit pas. Même mes frères, ils disaient, ah ouais, c'est bon, fais des simagrées, faut lui donner un coup de pied dans le cul, ils s'en foutent des coups de pied dans le cul. Bref, et puis et là, la médecin a vu que je marchais bizarrement. Elle m'a fait le signe de Babinski qui a montré que j'avais des troubles neurologiques. Et hop, une lettre au neurologue, vite d'urgence. D'urgence, mais ça fait quand même plusieurs fois que je vous le dis que ça va pas. Je vous avais dit que j'avais l'impression que la cheville allait partir en couille, là. Et vous m'avez rien dit. Les premières urinaires, bah, après, une fois qu'on a fini les CEU, qu'il n'y a rien, donc il n'y a rien. On ne demande pas si j'ai encore des problèmes ou pas. Bref, donc ça a été un peu pris comme ça. Et le 20 juillet 2007, c'est là où on m'a diagnostiqué la sclérose en plaques. Et j'étais pas étonnée, enfin pas étonnée, j'étais enfin finalement me dire, enfin j'ai pu la chercher, quoi. Ça y est, enfin ils ont reconnu que j'avais quelque chose qui n'était pas dans la tête. Et donc, voilà comment ça s'est passé finalement. Mais avec le recul, quand je réfléchis, je me dis, bah finalement, si j'avais été entourée d'affection, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu avec mon grand-père, peut-être que la maladie ne se serait pas déclarée, ne se serait pas déclenchée, quoi. Mais après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que savoir ça, ben non, j'ai pas envie d'en vouloir à mes parents parce qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils étaient, sachant que forcément, voilà, j'ai pas été frappée, j'ai pas été, et donc je peux pas ne pas, comment dire, ne pas leur pardonner, quoi, parce qu'il y a aussi eu du bon dans ce qu'ils m'ont apporté.
Donc c'est là-dessus que j'ai envie de ce à quoi j'ai envie de m'accrocher, quoi. Et ce qui est fait est fait. Maintenant, pour la suite, est-ce que savoir ça, ça peut changer la donne? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais vous, si vous venez d'apprendre que vous avez une sclérose en plaques, essayez de réfléchir un petit peu à votre passé. Ça peut peut-être être intéressant d'en parler avec un psychologue ou... Moi, je pense que plus tu es traité tôt, mieux c'est. Moi, cette réflexion, je l'ai eue maintenant, alors que ça fait depuis 2007 que je sais que j'ai une sclérose en plaques. Et j'ai passé 26 ans d'errance médicale. Mais on c'est sûr qu'il y a 26 ans, je n'avais pas ce ressenti que j'ai maintenant, cette maturité que j'ai acquise au fil du temps, et d'avoir d'oser aller chercher et ratouiller dans son passé. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas les voir, hein, non? Et s'ils ont une réaction démesurée dans le présent, ils ne veulent pas aller chercher pourquoi dans le passé. Or, c'est utile à ce moment-là de comprendre pourquoi on réagit de telle manière, parce que ça nous évoque d'autres choses qu'on a vécues avant. Et moi, j'aime bien faire ce flashback, en fait, ces flashbacks. Voilà ce que je voulais vous dire sur la cause de la sclérose en plaques. Donc, essayez de réfléchir un petit peu dans votre parcours, ce que vous avez vécu. Je trouve ça intéressant. Voilà. Je vous laisse parce que je vois que ça fait quand même 2 minutes que je parle.